Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une vitamine qu'on croit tous connaître, la B12. Oui, on l'associe tout de suite à la fatigue ou au régime végétarien. Exactement. Mais la source qu'on explore, le livre Vitamine B12, la molécule architecte du vivant, nous raconte une histoire complètement différente. On y parle d'une gardienne silencieuse. C'est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Ah oui, la vision habituelle est, comme le dit l'auteur, drastiquement réductrice. On imagine un simple interrupteur pour l'énergie. On-off. C'est ça. Mais en réalité, elle ne soutient pas juste une fonction, elle soutient l'architecture même de la vie, la cohérence de notre biologie. Et c'est là le paradoxe, n'est-ce pas? Son absence, ce n'est pas un effondrement brutal. Non, c'est un ralentissement, une désorganisation très progressive qui s'installe à bas bruit. L'architecture même de la vie. C'est une affirmation très très forte. Alors, déconstruisons ça. Si ce n'est pas qu'une histoire de fatigue, c'est quoi son véritable rôle? En quoi est-elle une architecte? Disons qu'elle a 4 grands chantiers, 4 piliers. Le premier, c'est le plus connu, la fabrication du sang. D'accord. La B12 est absolument indispensable pour que les cellules se divisent vite et bien dans la moelle osseuse. Sans elle, la production déraille complètement. Et les globules rouges deviennent... Trop gros, difforme et donc totalement inefficace pour transporter l'oxygène. C'est la fameuse anémie mégaloblastique. On est épuisé, essoufflé au moindre effort. Exactement. Sauf que, et ça c'est un point mais alors crucial du livre, cette anémie est un signe tardif. Tardif. Oui, c'est le signal d'alarme qui sonne quand les réserves sont déjà au plus bas. Bien avant ça, d'autres systèmes, beaucoup plus sensibles, souffrent déjà en silence. Ah, ça c'est contre-intuitif. On nous parle toujours de l'anémie, mais ce serait que la partie visible de l'iceberg. Quel est le système qui souffre en premier alors? C'est le deuxième pilier, et sans doute le plus important. C'est la protection du système nerveux. Le système nerveux. Oui, la B12 est essentielle pour fabriquer et entretenir ce qu'on appelle la myéline. Il faut imaginer la myéline comme la gaine en plastique autour d'un fil électrique. Elle isole et permet au courant de bien passer. C'est exactement ça. Elle permet à l'influx nerveux de circuler vite et de façon ciblée. Une carence en B12, ça entraîne une dégradation lente de cette gaine. On appelle ça une démyélinisation. Et concrètement, ça se traduit comment? On ne sent pas sa myéline se dégrader, j'imagine. Non, bien sûr. Mais on en sent les conséquences. Les fameux fourmillements ou les engourdissements dans les mains, dans les pieds. Ça, c'est un signe que l'influx nerveux passe mal. D'accord. Et au niveau du cerveau, c'est ce qu'on appelle le brouillard mental. Le brouillard mental. La pensée devient plus lente, la concentration est plus difficile, la mémoire moins fiable. Ce ne sont pas des symptômes vagues, c'est vraiment le reflet d'une atteinte physique des nerfs. Et ça peut apparaître des années avant la moindre anomalie dans une prise de sang. C'est une perspective complètement différente. Ce brouillard mental dont tant de gens se plaignent pourrait donc, dans certains cas, être un symptôme neurologique. C'est une piste énorme. Mais il y a d'autres piliers, si je comprends bien. Oui, le troisième nous amène au cœur de nos cellules, la production d'énergie. Ah, on y revient. On y revient, mais pas comme on le croit. La B12, sous une de ses formes, l'adénosylcobalamine, est un cofacteur indispensable dans nos mitochondries, nos petites centrales énergétiques. D'accord. Sans elle, une étape clé de la production d'énergie est complètement bloquée. Donc ce n'est pas comme une voiture qui manque d'essence, c'est plutôt comme si le moteur lui-même n'arrivait plus à brûler le carburant. L'essence est là, mais les bougies d'allumage sont défaillantes. C'est une excellente analogie. Le corps a les nutriments, mais il ne peut plus les convertir efficacement en énergie, en ATP. Et c'est pour ça que cette fatigue-là est si particulière. C'est-à-dire, C'est une fatigue profonde que le sommeil ne répare pas, le repos non plus. La machine ne peut tout simplement plus se recharger. c'est vertigineux. On a le sang, les nerfs, l'énergie cellulaire, et le quatrième pilier, Le quatrième est peut-être le plus fondamental, c'est la régénération et la protection de l'ADN. ah oui, carrément. Oui, la B12 est un gardien de notre intégrité génétique. Elle est cruciale pour la synthèse de l'ADN. Elle s'assure que la copie est fidèle à chaque fois qu'une cellule se divise. Et s'il en manque, Eh bien, la régénération ralentit, partout, sur la peau, dans la paroi d'intestin, et en plus, ça favorise les erreurs de copie, donc ça accélère le vieillissement cellulaire. donc elle maintient la structure à tous les niveaux, de l'ADN au système nerveux. Le terme architecte est vraiment justifié. Complètement. Mais il y a un truc fascinant dans la source, c'est son origine. Elle n'est ni végétale, ni animale. Alors elle vient d'où? De l'air. C'est un point absolument crucial et souvent très mal compris. Son origine est purement microbienne.
Microbienne. Oui. Seules des bactéries et des archées, des micro-organismes très anciens, sont capables de la fabriquer à partir de rien. Ni les plantes, ni les animaux, personne d'autre. Donc les animaux comme nous ne font que l'accumuler. Exactement. Soit en consommant des aliments qui contiennent ces micro-organismes, soit en les hébergeant dans leur propre système digestif. C'est le cas des ruminants, par exemple. Mais alors, pourquoi c'est un problème spécifiquement moderne? On a toujours eu besoin de ces bactéries, non? Oui, mais avant, on vivait dans un monde où le contact avec elles était constant. La B12 était dans les sols, dans l'eau de source, sur la peau des légumes, On en ingérait naturellement. en permanence. Les animaux qui pâturaient aussi. Notre mode de vie moderne a complètement rompu cette chaîne. Comment ça? L'agriculture intensive a appauvri les sols en micro-organismes. L'hygiénisme extrême, la purification de l'eau, tout ça a éliminé ces bactéries de notre environnement. Et l'élevage industriel a sorti les animaux des pâturages. On a créé un monde aseptisé. Et en faisant ça, on s'est coupé de notre source originale de B12. C'est exactement ça. Notre mode de vie crée donc les conditions idéales pour en manquer sans même le savoir. Mais le livre insiste sur un autre point. Même si on en consomme, l'obtenir, c'est un vrai défi pour le corps. Pourquoi est-ce si difficile de l'absorber? Parce que son processus d'absorption est l'un des plus complexes du vivant. C'est une véritable course d'obstacles, en 5 étapes. 5 étapes. Oui, et si un seul maillon est faible, tout s'arrête. C'est un système d'une fragilité inouïe. D'accord. Alors guidons un peu tout le monde à travers ce parcours du combattant. Première étape. La libération gastrique. Dans les aliments, la B12 est très solidement attachée à des protéines. Pour la libérer, il faut une forte acidité dans l'estomac et une enzyme, la pepsine. C'est la toute première porte à franchir. Et c'est déjà un obstacle majeur, en fait. Prenons un cas concret. Une personne de plus de 60 ans. Son acidité gastrique diminue naturellement. Si en plus elle est stressée, ça la réduit encore. Et si elle prend des antiacides, C'est fini. sa capacité à franchir cette première étape est presque nulle, même si elle mange de la viande tous les jours. C'est exactement ça. C'est un premier point de blocage qui est majeur et très fréquent. D'accord. Mais imaginons qu'elle passe. Ok. Imaginons que la B12 soit libérée. Deuxième étape, elle est seule et très fragile dans l'estomac. Pour survivre, elle doit immédiatement être prise en charge par des protéines spéciales qui sont dans notre salive. Les aptocorines. Dans la salive, Oui, c'est son bouclier temporaire. un garde du corps personnel produit par notre propre salive. C'est un détail incroyable. Et après? Troisième étape, la plus célèbre, le facteur intrinsèque. Une fois que le convoi arrive dans l'intestin, le bouclier est détruit, la B12 est libérée, et là, elle doit se lier instantanément à une autre protéine, produite elle aussi par l'estomac. Le fameux facteur intrinsèque. Le voilà. C'est le passeport indispensable pour la suite. Sans ce passeport, la B12 est comme un voyageur clandestin. Elle sera simplement expulsée. Donc si l'estomac est affaibli et ne produit pas assez d'acide, il y a de fortes chances qu'il ne produise pas non plus assez de ce passeport. On a un double problème. Précisément. Quatrième étape, l'absorption. L'union B12 facteur intrinsèque doit voyager jusqu'à la toute fin de l'intestin grêle, dans une zone très spécifique, l'iléon terminal. D'accord. C'est le seul et unique endroit où se trouvent les récepteurs capables de reconnaître ce passeport et de faire entrer la B12. Si cette zone est inflammée, comme dans la maladie de Crohn, ou abîmée, l'absorption échoue. Et la cinquième et dernière étape, une fois qu'elle a réussi à passer la frontière, Elle est prise en charge dans le sang par des protéines de transport, les transcobalamines. Ce sont comme des taxis qui vont la livrer aux cellules qui en ont besoin. c'est stupéfiant. Ce n'est pas une chaîne, c'est un véritable parcours d'obstacles. Une défaillance à un seul point, que ce soit l'acidité, la salive, le passeport, l'intestin, et tout le processus s'effondre. C'est un système d'une complexité et d'une fragilité remarquables. C'est un miracle qu'on arrive à en absorber en fait, hein. Un peu, oui. Et pour ajouter une difficulté, la source nous rappelle que la molécule elle-même est très sensible à la chaleur, à la lumière, à l'oxygène. Sa conservation dans les aliments cuits ou transformés est donc un défi supplémentaire. Ce qui nous amène au problème central. Son absorption est un cauchemar, notre mode de vie nous en prive, mais comment savoir si on en manque? C'est là que ça devient confus. Les analyses de sang classiques semblent souvent dire que tout est normal. Oui, et ça c'est le grand piège du diagnostic. Le livre utilise une analogie parfaite pour l'expliquer. Je vous écoute. Il faut voir le foie comme la banque centrale de l'organisme. Il stocke la B12 pour plusieurs années. D'accord, des réserves.
des réserves. Et quand il y a un manque d'apport ou d'absorption, cette banque centrale commence à puiser dans ses réserves pour maintenir un niveau stable de B12 dans le sang, pour continuer à alimenter l'économie du corps. Donc le test sanguin classique ne mesure que l'argent qui circule. Il ne regarde pas l'état des coffres de la Banque centrale. Et les coffres peuvent être presque vides, alors qu'en surface, tout a l'air de bien fonctionner. C'est exactement l'idée. Le taux sanguin peut rester dans la norme pendant des années, alors que les réserves s'épuisent dangereusement. Et pendant ce temps, les tissus les plus gourmands, comme le système nerveux, commencent à souffrir. Ils ne reçoivent plus assez. Le corps est déjà en déficit fonctionnel, même si les analyses sont bonnes. C'est ça. Le corps parle bien avant que le laboratoire ne confirme. Alors écoutons-le. Quels sont ces signaux discrets, ces chuchotements du corps qui devraient nous alerter? Commençons par le mental. À quoi ressemble concrètement ce brouillard? Ce n'est pas un manque d'intelligence, c'est une perte d'efficacité. C'est cette sensation de devoir faire un effort pour des tâches qui étaient d'automatique. Par exemple. Trouver ses mots, suivre une conversation, se souvenir de ce qu'on est venu chercher dans une pièce. La pensée semble comme engluée. Mhm. À ça s'ajoute souvent un volet émotionnel, une irritabilité, une anxiété diffuse, une sorte de démotivation, d'apathie qui s'installe sans raison apparente. La B12 est impliquée dans la synthèse des neurotransmetteurs, donc son manque peut directement affecter l'humeur. Et au niveau physique, au-delà de la fatigue généralisée? Et là, les signes les plus spécifiques, ceux qui sont vraiment évocateurs, sont neurologiques. Les fameux picotements? Oui, des picotements, des fourmillements, parfois même des sensations de brûlure ou de petites décharges électriques dans les mains et les pieds. C'est le signe que la gaine de myéline commence à s'altérer. D'accord. On peut aussi noter une baisse de la tolérance à l'effort, s'essouffler plus vite en montant les escaliers par exemple. C'est le début de l'inefficacité du transport d'oxygène, bien avant l'anémie déclarée. Attendez, on décrit un tableau qui est quand même assez alarmant. Est-ce qu'on ne risque pas de tomber dans l'excès inverse, de voir des carences en B12 partout et de médicaliser la moindre fatigue passagère? C'est une question très pertinente et la clé, ce n'est pas de se focaliser sur un seul symptôme. La fatigue seule peut avoir 1000 causes. Mais c'est l'accumulation, la constellation de signes à la fois physiques, mentaux, émotionnels et surtout leur persistance qui doit alerter. La carence en B12 ne provoque pas un symptôme aigu, mais ce que l'auteur appelle une perte progressive de cohérence biologique. Le corps se désorganise lentement, sur tous les fronts. En résumé, ce que cette exploration nous apprend, c'est que la vitamine B12, ce n'est absolument pas un simple nutriment contre la fatigue. C'est une gardienne de la cohérence de notre organisme, de notre ADN à notre énergie, en passant par notre système nerveux. C'est une gardienne, oui. Sa carence est insidieuse, ses symptômes sont des chuchotements qu'on peut facilement ignorer, et son absorption est un parcours semé d'embûches, rendu encore plus périlleux par notre monde moderne. C'est la synthèse parfaite. Et pour prolonger la réflexion, je pense que cette vitamine nous enseigne quelque chose de fondamental sur notre rapport à la santé. C'est-à-dire? Beaucoup de ces troubles fonctionnels modernes, la fatigue chronique, le brouillard mental, cette anxiété diffuse qu'on a tendance à balayer d'un revers de main en disant «c'est dans la tête», Oui. sont peut-être, en réalité, le reflet direct d'un déséquilibre biologique profond, le cri silencieux d'une architecture qui se fragilise. C'est une pensée puissante pour conclure. La question finale n'est donc peut-être pas seulement manque-t-on de B12, Oui. mais plutôt avons-nous collectivement perdu la capacité d'écouter les signaux subtils que notre corps nous envoie, bien avant que la mécanique ne se grippe pour de bon. C'est peut-être ça la leçon de cette gardienne silencieuse. Réapprendre à écouter les murmures de notre propre biologie.